vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau volet du projet de l'avenir en tête, qui est aujourd'hui consacré aux questions éducatives et à l'offre culturelle que nous souhaitons diversifier et étoffer. Pour aujourd'hui présenter cette politique culturelle et éducative, je suis entouré de Laurence Boeck, d'abord, qui est une professeure d'histoire de Querqueville, qui est également metteur en scène, auteur et écrivain, qui se présentera tout à l'heure. Et avec Laurence, on s'est rejoint, on va dire, il y a quelques semaines. Laurence a une sensibilité politique qui n'est pas la mienne à l'origine, mais c'est toute la force de l'avenir en terre, précisément, que de rassembler très largement, puisque, Laurence le dira, mais est issue de la gauche, et je suis ravi qu'elle nous rejoigne aujourd'hui pour porter à mes côtés un projet culturel ambitieux pour notre ville. Vincent Picot, proviseur, qui nous accompagne depuis plusieurs mois maintenant, notamment sur les questions éducatives dont on parlera tout à l'heure, compléteront mes propos, qui a une sensibilité centriste, et Martine Chevalot, qui est membre d'une association bien connue à Cherbourg, l'association des amis, elle est membre du conseil d'administration d'ailleurs, des amis des musées, donc une association connue, elle est très impliquée dans le monde de la culture à Cherbourg. Et avec cette équipe dont je souhaite, à chaque fois d'ailleurs que je présente une thématique, je le rappelle, qu'il soit une équipe qui soit compétente sur des sujets, les sujets qu'on évoque, sur les différentes thématiques, puisque nous sommes en train de préfigurer aujourd'hui celles et ceux qui demain géreront des dossiers qui sont des dossiers lourds, passionnants, également pour notre ville. Et je souhaite ne pas me préoccuper, moi, de la provenance politique de celles et ceux qui m'entourent, mais de leur volonté d'alternance et surtout de leurs compétences pour Cherbourg en Cotentin. Et c'est donc dans cet esprit, comme j'ai abordé les sujets de santé entourés de professionnels de santé, de sport et sportifs connus dans notre ville, comme j'ai abordé la question du lien intergénérationnel ou plus récemment du développement durable, que je vais donc aborder aujourd'hui ces questions. En présentant mon propos autour de deux grands axes. D'abord, l'offre éducative pour notre ville et la façon dont je souhaite accompagner chacun de nos enfants, des élèves de notre ville, vers la réussite et l'épanouissement personnel. Et nous évoquerons dans un deuxième temps la question de la culture et nos engagements forts que nous allons prendre et concrets, avec un vrai travail de fond. Je le redis en remerciant l'équipe qui m'entoure, parce que c'est un travail de fond avec des propositions concrètes que nous allons faire, comme nous le faisons à chaque fois, des propositions qui sont étayées, des propositions qui sont chiffrées et des propositions qui sont applicables rapidement dès le début du mandat pour un certain nombre de mesures que je vais annoncer. Sur l'école d'abord, ce que nous souhaitons, c'est de lancer un chantier qui est l'école du futur. Nous souhaitons pour notre ville que cette école du futur, qui va poser la question de rythme adapté pour nos élèves, qui va poser la question également de la conciliation entre ces rythmes scolaires adaptés pour les enfants et des contraintes parentales également qu'il faut assumer, et donc cette conciliation. L'école du futur sera également une concertation très forte pour savoir comment on aménage ces rythmes, et puis comment on envisage les nouvelles pédagogies à partir d'un bâtiment adapté, de salles de classe réaménagées. Je parlerai également de l'enseignement supérieur. Sur la question des rythmes scolaires, je vais être extrêmement clair. Sur cette question, nous aurons, si nous sommes élus, dès la rentrée scolaire 2020, l'application de la semaine de 4 jours. Pourquoi cette application? D'abord parce que nous sommes sur le terrain quotidiennement, que nous prenons le pouls de Cherbourg en Cotentin et que nous savons qu'il y a une attente aujourd'hui qui est très forte, à la fois des enseignants, à la fois des parents d'élèves et des élèves pour le retour à la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours et demi a le mérite d'être expérimentée. Les résultats qui étaient escomptés n'ont pas été au rendez-vous, en tout cas en totalité, et que la volonté de retour, d'ailleurs très partagée dans la plupart des villes, c'est dans le département de la Manche, 70% sont revenus à la semaine de 4 jours, justifie que nous annoncions le retour dès la rentrée prochaine. Donc c'est un des premiers chantiers que nous mènerons pour adapter les rythmes scolaires au mois de septembre prochain. Nous avons fait le choix de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'élection municipale du mois de septembre est une façon aussi de trancher cette question majeure. Il y aura sur un certain nombre de sujets qui émergeront en cours de mandat des référendums ou des consultations publiques, dès lors qu'il faudra prendre le temps, dès lors qu'un nouveau sujet émergera. J'ai annoncé le développement du référendum local. Je considère que cette question est essentielle et qu'elle sera tranchée par les électeurs et les électrices les 15 et 22 mars prochains.
Ce qui sera déterminé au cours des mois qui viennent et tout au long de l'année scolaire 2020-2021, c'est la façon dont les rythmes seront aménagés après avec les activités périscolaires que nous voulons. Nous avons plusieurs axes pour orienter cette concertation sur l'aménagement des rythmes scolaires, une fois que les 4 jours seront bien actés à la rentrée prochaine. D'abord, l'ensemble des personnels qui travaillent aujourd'hui dans des associations dans ce temps et ces activités périscolaires, les TAP, seront conservés. Certains auront des formations pour être adaptés aux nouvelles missions que nous souhaitons leur accorder, parce que dans chaque école de la ville, il y aura une concertation qui associera chacun des parents d'élèves, l'équipe enseignante, et bien évidemment qui associera les élèves aussi à ce qui leur semble mieux pour leur avenir, pour leur épanouissement personnel. Ce que nous souhaitons, c'est de proposer et de concerter autour d'ateliers découvertes, qui seront des ateliers qui auront lieu chaque jour, lundi, mardi, jeudi et vendredi, à partir de 7h avant l'entrée pour ceux qui mettront leurs enfants à l'école dès 7h, et surtout pour le temps qui s'écoulera de 16h30 à la fin de la journée, c'est-à-dire 19h. Pendant cette période, nous souhaitons des ateliers découvertes. Quels seront les visages de ces ateliers? Nous souhaitons que ces ateliers s'articulent d'abord autour du renforcement et du développement des savoirs fondamentaux. Le lire, écrire, compter, l'éducation à la lecture, développer le goût de la lecture, ce qui nous semble absolument essentiel pour les enfants de Cherbourg-en-Cotentin. Cela pourra se matérialiser également par de l'aide aux devoirs, une aide aux devoirs que nous proposerons aux professeurs, aux enseignants, d'assurer par la voie de la vacation, comme cela existe au Havre. Et l'idée est bien que chaque élève puisse mieux communiquer, mieux comprendre le monde, en favorisant l'égalité des chances. Je pense aux gamins issus d'un milieu défavorisé, qui n'a pas accès à la possibilité d'avoir une aide aux devoirs, et je pense que ça se joue dès le plus jeune âge. Et que ce que nous proposons contribuera à étoffer l'égalité des chances. Le curseur ne sera pas mis forcément au même endroit en fonction du quartier, en fonction de l'école, en fonction du résultat de cette concertation école du futur que nous souhaitons, mais nous savons d'ores et déjà que nous voulons avoir un axe fort autour des savoirs fondamentaux. Nous voulons également avoir un deuxième axe fort dans ces ateliers découvertes, c'est l'éveil à la culture, pour faire le lien avec le deuxième sujet, aux arts, à la nature, mais également à l'estime de soi, avoir des temps de récupération également pour l'enfant, faire en sorte également que l'on puisse éveiller l'enfant au sujet majeur de l'orientation. Il ne s'agit évidemment pas de choisir sa voie professionnelle quand on est en école primaire, mais en revanche d'éveiller les enfants notamment au métier manuel. J'ai proposé dans un point presse précédent autour des liens intergénérationnels à ce que nous puissions implanter l'association L'Outil en Main à Cherbourg pour que des retraités puissent venir sensibiliser les jeunes au métier manuel, puissent les faire découvrir ces métiers, puissent leur donner le goût, la passion également d'un certain nombre de métiers. On sait que ça se joue tôt parfois également, cette passion. Et donc ces temps pourront être aussi l'occasion de développer l'orientation, notamment sur les temps du mercredi. Il y aura les ateliers du mercredi qui seront offerts. Enfin, il y aura un troisième axe pour ces ateliers, soit du mercredi, soit découverte de fin de journée. La pratique sportive, en cohérence totale avec ce que nous disons et ce que nous développons depuis le début. Développer la pratique sportive, les activités physiques, en plus des activités culturelles et de l'estime de soi, comme je l'ai dit. Et pour nous, un enjeu majeur, et donc l'enjeu de cette concertation sur l'année 2020-2021 sera de déterminer école après école la façon dont les choses se feront. L'idée, bien évidemment, pour nous, ne pas privilégier un modèle sur un autre, l'école publique, l'école privée. On sait aujourd'hui aussi que compte tenu du choix de la semaine de 4 jours et demi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont scolarisés dans le privé, et que nous souhaitons que chacun puisse faire ce choix de l'école publique ou privée librement, mais pas pour une question de rythme scolaire, puisque les rythmes scolaires seront désormais les mêmes pour l'ensemble des écoles de Cherbourg en Cotentin. Il y aura évidemment un axe fort, nous l'avons dit, dans le cadre du développement durable. Il y a encore une fois une cohérence sur l'éducation au goût, sur le fait d'éveiller les enfants aux produits locaux, d'avoir un développement de ces produits en proximité, de faire en sorte très clairement que la cuisine puisse être faite en proximité plutôt que de façon centralisée dans les écoles pour favoriser les producteurs locaux. C'est donc le premier chantier, l'aménagement des rythmes scolaires autour notamment des savoirs fondamentaux. Le deuxième chantier que nous engagerons dans l'école du futur concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Nous l'avons dit, nous consacrerons 25 millions d'euros pendant le mandat pour rénover les bâtiments sur le plan énergétique.
les écoles qui, pour 65% d'entre elles, ont plus de 35 ans, seront les premiers bâtiments concernés par cette rénovation énergétique. Il est en effet difficile en termes de cohérence, d'expliquer l'importance de l'écologie et du développement durable et de ne pas commencer par le premier lieu que les enfants connaissent, c'est-à-dire l'école, en termes de rénovation. Il s'agira, et Vincent complétera ce point, d'adapter les locaux aux nouveaux usages pédagogiques. On sait qu'il y a un besoin de pédagogie adaptée en petits groupes, des salles de classe qui doivent être repensées avec des zones calmes pour mieux se concentrer, la nécessité de travaux en petits groupes, et nous reconfigurerons également nos écoles à partir de ces nouveaux usages. Troisième enjeu majeur dans l'éducation, l'enseignement supérieur. C'est un axe très fort à l'agglomération du Cotentin. Nous sommes la 4e ville de Normandie. Nous avons un site universitaire d'excellence où bien souvent des formations d'excellence se situent en proximité. Nous savons également quel est le déficit qui est le nôtre en termes d'accès à l'enseignement supérieur, qui est vrai en Normandie mais qui est encore plus vrai dans le Cotentin, c'est-à-dire que nous sommes très en dessous de la moyenne nationale sur l'accès aux études supérieures. Nous voulons sensibiliser les jeunes, je le disais tout à l'heure, en termes de chantier d'orientation qui sera un axe majeur pour nous à l'échelle de l'agglomération, et nous voulons faire en sorte que nous étoffions encore notre offre dans le cadre du schéma local de l'enseignement supérieur et de la recherche que nous avons voté l'an dernier, qui est un schéma extrêmement ambitieux et qui favorisera le développement de formations nouvelles. Je pense notamment aux formations d'hygiène, de sécurité et d'environnement, des formations qui seront des formations continues avec le CNAM que nous souhaitons implanter. Nous savons qu'en la matière, nous pouvons augmenter le nombre d'étudiants. Nous savons également qu'il faut être raisonnable. Doubler le nombre d'étudiants n'a aucun sens, ce n'est pas possible. Que développer un campus de la mer qui vient d'être dissous par l'État n'a pas de sens. Donc nous disons simplement qu'il faut être cohérent en la matière d'offres d'enseignement supérieur, que oui, nous devons assumer l'excellence de nos formations en matière énergétique, en matière maritime, d'énergie marine renouvelable, mais qu'il faut faire les choses dans le cadre de ce schéma qui est très ambitieux, qui a d'ailleurs associé l'ensemble de la communauté universitaire, l'ensemble des établissements du Cotentin. Il y aura un nouvel IFSI, il y a un IUT sur lequel l'agglomération investit beaucoup plus que les agglomérations au même niveau. Nous sommes la seule intercommunalité à nous être engagée dans ce schéma et nous souhaitons conforter notre offre d'enseignement supérieur de façon raisonnable à la place qui est la place d'un grand territoire que celui du Cotentin. La politique culturelle que nous voulons pour notre territoire est une politique culturelle qui favorise les droits culturels. Dans la droite ligne de ce qui est fait aujourd'hui dans certains territoires de la région Normandie, nous voulons avoir une vraie politique de droit culturel. C'est quoi une politique de droit culturel? C'est une politique qui favorise l'accès à la culture pour tous. La culture n'est pas n'est pas réservée à certains milieux. La culture doit être partagée par tous. Le droit d'être soigné et d'être éduqué est un droit fondamental. Le droit à l'accès à la culture doit l'être également. Et nous souhaitons engager l'ensemble des acteurs culturels dans cette démarche de droit culturel. Pour cela, il faut un engagement fort. Et c'est la première mesure forte que nous prendrons. Nous aurons une volonté politique renouvelée et un engagement budgétaire qui sera significativement revu à la hausse. Nous savons aujourd'hui que le budget de fonctionnement de la culture s'élève à 7 800 000 à l'échelle de la ville. Nous souhaitons l'augmenter sur l'ensemble du mandat. L'ensemble de l'effort supplémentaire, ça de 2 100 000 à raison de 100 000 € d'augmentation du budget de fonctionnement par an. Cette mesure permettra notamment de soutenir la création artistique locale. Nous souhaitons des animations dans les rues, nous souhaitons promouvoir des artistes locaux et nous souhaitons promouvoir toute association qui permettra de favoriser l'accès à la culture pour tous. C'est pour nous un axe essentiel. La salle de spectacle, je l'ai dit, est pour nous un enjeu majeur de cette élection. Oui, je crois qu'il n'est pas acceptable de faire 1h30 pour aller assister à des concerts, pour aller voir des artistes nationaux. Je crois que avoir de l'ambition, c'est ne pas vouloir jouer en deuxième division. Nous ne sommes pas un territoire de deuxième division, nous sommes un territoire de première ambition. Et ce que nous voulons, parce que nous sommes le 4e pôle de Normandie, c'est d'être à la hauteur de ce 4e pôle par une salle de spectacle dont nous avons annoncé les termes. Il y aura une concertation dans le cadre des assises du sport sur la forme juridique adaptée. Mais je le dis, c'est pour nous un enjeu majeur également sur les politiques culturelles et le déploiement d'une culture populaire à l'échelle du Cotentin. On le voit dans la programmation récente, un événement populaire permet une mobilisation, permet une fréquentation très élevée, je pense, notamment au travail qui a été mené par Damien Falaise avec les grosses têtes. Nous nous engagerons également dans une nouveauté qui est pour nous essentielle, c'est la Fabrique des Arts. La Fabrique des Arts est un nouveau tiers-lieu que nous allons mettre en place à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin pour créer et exposer. Laurence développera en particulier ce point, pour que dans ce nouveau tiers-lieu, des créateurs puissent se rendre, des particuliers,
avec des expositions personnelles ou collectives, avec une animation qui sera assurée par des professionnels, mais également des bénévoles, et qui sera adossée à la logistique de la Maison des associations que nous créerons parallèlement. C'est un tiers-lieu auquel nous tenons beaucoup et qui est un point fort de notre projet. Enfin, une dynamique de territoire fédératrice et conviviale sera engagée via les Conquérants de la mer. C'est plus qu'un festival, ce que nous voulons. Nous voulons renouer avec l'identité maritime de notre ville. Nous voulons, comme dans certaines villes, on associe Angoulême à la bande dessinée, les francopholies à La Rochelle et d'autres marqueurs qui sont extrêmement forts à l'échelle du territoire. Ce que nous voulons, c'est qu'à Cherbourg-en-Cotentin, notre marqueur soit un marqueur maritime, ce qui nous permettra de décliner un grand nombre de chantiers. Je pense à la formation en matière d'énergie marine renouvelable, je pense aux constructions navales, je pense à l'histoire des grands voyages, à l'épopée transatlantique, je pense aux Vikings. Vincent développera ce point en particulier. Bref, une co-construction avec les acteurs culturels, une ambition renouvelée à partir d'un budget revu à la hausse, c'est un engagement fort que nous prenons, une salle de spectacle pour les grands événements populaires, une animation dans les rues qui soit plus fréquente, et un soutien aux associations qui permettront l'accès aux droits culturels. Voilà ce que je voulais dire sur l'éducation et la culture. Laurence, Vincent et Martine vont compléter mes propos à partir de ces mesures. Mais vous l'avez compris, être entouré de professionnels, être sur le terrain tous les jours, ça permet de construire un projet qui est un projet à la fois concret, structuré, et qui est un projet surtout, et c'est ce qui compte peut-être avant tout pour l'avenir en tête, crédible. Demain, nous sommes en situation, dans le cadre de cette alternance tranquille que nous souhaitons, alternance sereine, au-delà de tout clivage politique, et les choses... Je crois que c'est la meilleure démonstration d'être au-delà de tout clivage politique, c'est l'équipe qui m'entoure, parce que ce qui compte sont les compétences. Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on a à faire ensemble, pas de savoir d'où l'on vient en termes d'appartenance politique. Tout cela n'a aucune importance. C'est la ville de demain qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Cette campagne est un bel enjeu et un beau débat de fond que nous voulons. Et c'est pour cela que nous ne dévierons pas de notre ligne de faire des propositions de fond tout au long des 2 mois qui nous séparent du premier tour. Je passe la parole à Laurence. Je me présente brièvement, Laurence Boëc, je suis très contente de tout ce que je viens d'entendre. On a tous co-construit ensemble. Je suis effectivement de sensibilité de gauche. Il aurait été quasiment impossible qu'on soit assis côte à côte en 2014. Je pense que même, pour être franche, je ne serrais pas la main d'Avec Marguerite. Et on est assis côte à côte aujourd'hui. Et je suis très contente et très fière d'avoir découvert le Stade du Cotentin, où je suis très bien accueillie, où on a vraiment de vrais débats, de démocratie locale, et de revenir, voilà, vraiment l'avenir en tête, quoi. Donc je suis très contente, je remercie l'accueil, hein, je tiens à le dire, et j'invite à tous ceux qui veulent nous rejoindre de venir et de découvrir vraiment cette envie, cet enthousiasme, cette envie d'innover, de créer, de coordonner, du renouveau dans la continuité. Hein, c'est pas caser ce qui s'est fait avant, c'est continuer doucement et puis accueillir. Donc merci beaucoup de l'accueil, ensemble, d'innovation, de co-création et un espace ouvert où on cherchera... si on est élu, les lieux qui sont bien disposés, qui seront en lien avec la maison des associations et qui pourront effectivement aider déjà des tas de choses qui sont extrêmement bien et qui fonctionnent, et puis d'autres, et de créer dans un lieu commun une synergie pour l'avenir, pour montrer tout le potentiel qu'il y a dans cette ville et qui peut être porté par le culturel pour l'image de notre ville et l'attractivité. Voilà. Donc ce lieu, la Fabrique des Arts, voilà, j'aime beaucoup le nom, j'aime beaucoup cette idée, voilà, d'énergie ensemble et de mélanger. Ça crée du lien social, ça crée de la diversité. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me plaît beaucoup. J'aurais beaucoup aimé, quand j'ai fait mes débuts à Cherbourg en tant qu'artiste, avoir un lieu comme ça. Donc je suis très contente si je peux aider à l'animer, y participer. Voilà, et dans un esprit vraiment de tous différents, d'âges différents, voilà, tous ceux qui ont envie d'exposer, de photographier, de faire de la vidéo, de s'exprimer, de faire du théâtre, etc. Tout ce qui peut être support artistique et d'estime de soi et de création de liens sociaux, voilà, pour porter aussi et créer et porter l'image, pas seulement au niveau de Cherbourg, national aussi, régional. Soyons ambitieux, voilà, il faut être ambitieux. En tout cas, c'est pour ça que j'ai rejoint l'avenir en tête. Donc ça, la Fabrique des Arts, c'est vraiment un lieu, en tout cas pour les artistes et aussi pour des usagers, ceux qui viendront voir, qui viendront discuter avec les artistes, échanger. Peut-être beaucoup de gens n'osent pas,
souvent, ils sont artistes, ils n'osent pas, et ça doit être un lieu vraiment où on peut faire émerger aussi des talents, mais le talent aussi amateur, voilà, de venir, de rencontrer, d'échanger, de créer, de co-créer. J'aime bien ce mot-là, co-créer. Voilà, coordonner, mutualiser, mettre ensemble, créer une belle dynamique. Donc la Fabrique des Arts, c'est quelque chose vraiment, vraiment de très porteur pour l'avenir. Et puis aussi les Conquérants de la mer. Voilà, cette idée de partir sur notre histoire, notre identité, d'être fier. Cherbourg a un potentiel énorme sur différents domaines. Et je pense que voilà, il faut le montrer, il faut être fier de l'identité, il faut le créer ensemble. Et pareil, donc ça va comme dans le lien de la Fabrique des Arts, hein, un grand festival autour de notre histoire qui est extrêmement riche. Des Vikings, en passant par Napoléon, en passant par la Seconde Guerre mondiale, en passant par... je suis très historienne, donc je vais pas laisser... Des fois, ça me rattrape un petit peu. Et puis l'histoire industrielle, quoi. On doit être fier de cette histoire industrielle, l'arsenal, les énergies, autour des énergies hein, de nucléaire et autres. Voilà, il y a des tas de choses à faire. Donc on y travaillera pour créer des grands événements avec du ponctuel peut-être sous la forme de festivals, mais aussi des choses qui vont se décliner sur des activités toute l'année et qui permettront une co-construction. Voilà. Pas un événement qu'on va plaquer, ça va co-construire, consulter, et notamment, qui me tient à cœur, c'est une plateforme collaborative où chacun pourra venir mettre ses idées, notamment sur la création d'un événement comme ça, échanger. Alors ça pourrait être à la Fabrique des Arts, hein, ça pourrait être sur la plateforme collaborative, pas sur des réunions, mais vraiment je pense qu'une ville, une synergie, un avenir, ça se construit ensemble, et tous. Les professionnels, les amateurs, ceux qui aiment, les usagers, tous ensemble. Voilà, ici on est réunis, on est usagers, professionnels, voilà, on est ensemble, on a construit ensemble un programme et c'est ce qui va au cercle. Voilà, et dans la liste de l'avenir en tête, en tout cas, et tous les soutiens, c'est cette synergie ensemble. Je pourrais continuer. Hein. Merci Mais en Laurence. tout cas, je trouverai des questions. Et on fera Vincent Picot, Merci. éducative. Vincent Picot, donc. Heureux aussi d'avoir rejoint la liste de David Marguerite, l'avenir en tête. Liste qui correspond exactement à ce que je cherchais, c'est-à-dire une liste à la fois ambitieuse, réaliste et sociale. Et sociale notamment pour l'école, puisque c'est le domaine qui moi m'intéresse un peu plus, avec un retour, avec des décisions fortes, puisqu'il y a un retour prévu pour les 4 jours, avec un redéploiement d'étapes. Il ne s'agit pas de supprimer tout ce qui existait, mais d'essayer de le redéployer pour que ça corresponde mieux aux attentes à la fois des familles et puis au rythme des enfants. Donc, comme il a été dit, que ces enfants puissent être accueillis pour les familles qui en ont besoin, toutes les familles, que ce soit accessible à tous, de 7h à 19h, pas sur la totalité peut-être du spectre, mais sur au moins une partie du temps, et avec le mercredi. Et que ce temps soit utile. Il soit utile, où on puisse apporter des choses, et que le maire de la ville, qui est fédérateur d'énergie et créateur de synergie, puisse faire intervenir les associations là où il y a besoin. En particulier pour le lien intergénérationnel, qui est un point important que l'on trouve dans le programme de l'avenir en tête à plusieurs endroits, notamment pour participer au soutien scolaire, pour participer à l'éveil du goût à la lecture, pour donner une connaissance du patrimoine, pour participer à l'outil en main. Essayer aussi d'utiliser d'autres outils qui existent sur le territoire et qui marchent pas mal, donner un peu de synergie justement à cet enseignement supérieur en aidant les étudiants par exemple, en leur facilitant la vie et en pouvant les rémunérer pour quelque chose d'utile, qui soit du tutorat pour les élèves, pour les élèves les plus vulnérables en tout cas. Bien évidemment, ça n'empêche pas qu'à côté, restera de toute façon toujours l'éveil à la culture, bien sûr, et puis la pratique d'activités sportives qui est déjà bien engagée. L'école, c'est aussi des bâtiments, c'est aussi des personnels, c'est une grosse machine, et aujourd'hui, l'enjeu, c'est le développement durable, en particulier sur ce qui concerne l'énergie, et les bâtiments vont devoir être repensés. En fonction, évidemment, des projets des équipes, des conseils d'école, du projet d'établissement des écoles scolaires, nous pouvons réfléchir à pouvoir créer des salles différentes. Le temps passe, les méthodes changent, et aujourd'hui, l'informatique, le numérique est arrivé parmi nous, mais pas seulement. Il y a aussi des enfants qui ont besoin d'avoir une approche du travail un peu différente. Les Australiens nous ont apporté aussi des méthodes nouvelles, peut-être à essayer. Et pour ça, il faut des endroits, des salles de classe qui ne soient plus tout à fait celles que nous avons connues, avec les bancs et le bureau du professeur
et le tableau, mais peut-être simplement réorganiser avec des parties dédiées au numérique, des parties dédiées à un travail en autonomie, des parties dédiées à un travail plus suivi, des parties de rencontre entre le professeur et les élèves. Ce sont là des choses évidemment qui se discuteront avec les professeurs des écoles, avec les directeurs des écoles, en fonction de leur projet, mais qu'on pourra mettre à disposition pour les volontaires. Il ne faut pas oublier évidemment dans cette rénovation des bâtiments l'aspect important qui est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu humain, c'est un enjeu social, mais c'est aussi un enjeu légal. Et donc cela donnera un travail important sur ces bâtiments. Je pense que ce qui vraiment aujourd'hui est le besoin et l'apport fondamental que nous pouvons apporter sur l'école, c'est vraiment le rapprochement des élèves et des élèves en particulier qui en ont le plus besoin d'une ouverture vers l'extérieur, toujours de la même façon, en concertation avec les écoles et avec leurs projets. Pardon, un petit mot sur les Vikings. Un petit mot sur les Vikings. Bon, d'accord, le territoire a évidemment une identité, un passé auquel on se réfère, et c'est bien de pouvoir créer à un moment donné un festival, peut-être de 2 jours, qui permettent ensemble de célébrer, mais d'une façon festive, un peu ce passé. C'est une terre pas neutre que celle du Cotentin, c'est une terre qui a accueilli les Normands, les gens du Nord, les Vikings, et à partir de cette terre sont repartis Guillaume le Conquérant vers l'Angleterre et d'autres, les Hautes-Villes, qui sont donc toujours sur la partie Cotentin, qui sont repartis vers la Sicile, puis vers l'Africa, puis vers la Bulgarie, puis remontaient le Danube, donc des conquérants. Mais dans leur conquête, bien sûr militaire, c'est aussi une conquête culturelle et c'est aussi une conquête d'humanité. Le droit normand est un droit très intéressant, il est positif, c'est un droit qui est utilisé encore dans les îles anglo-normandes, qui mérite d'être regardé de temps en temps, et qui est un droit de la tolérance. Et la société installée en Sicile, c'était une société de tolérance. Voilà, donc ça vaut le coup de passer, peut-être, de rappeler, de s'approprier pendant 2 jours un petit festival sur ces Vikings et ces Normands. Merci beaucoup Vincent. Martine, si tu veux, dans les questions. Alors, est-ce qu'il y a des